Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Daniel Abrecorn. Bonjour. Alors, nos auditeurs vous connaissent, évidemment. Alors, Pas tous, parce que vous êtes animateur de l'émission Anthologie de la création sur Radio Courtoisie. Votre prochaine émission est quand ? C'est le 16, la prochaine émission, 10h, 11h, ça repasse le lendemain 2 fois. Voilà. Le 16 mars, 10h, jeudi, 11h. C'est un jeudi. Le jeudi, l'émission Anthologie de la création. Vous êtes aussi poète, vous êtes propriétaire du Bataclan et vous avez écrit ce livre, un Bataclan, histoire d'une salle aux éditions Robert Laffont, parce qu'on apprend que vous êtes le petit-fils de Gaston Abrecorn, qui était donc l'un des principaux directeurs de la salle. Voilà, exactement. Mon grand-père, donc Gaston Abrecorn, avait acheté... il est descendu de Montmartre, c'était un enfant de la balle finalement. Il a fait 800 chansons pour les plus grands chanteurs et chanteuses de l'époque. Dranem, Méphisto, Yvette Guilbert, enfin tous ces gens-là très célèbres à l'époque. Polaire, etc. Et il est descendu de la butte parce qu'il avait animé, il a été au Chat Noir d'abord, comme beaucoup d'artistes, et après il a animé et dirigé le divan japonais. Le divan japonais, rue des Martyrs, c'est le divan du monde aujourd'hui. Donc il a fait fortune à cet endroit-là, avec ses mises en scène, ses revues, etc. Et plus tard, en 1905, il a acheté le bail du Bataclan et ensuite les murs. Et les murs sont donc restés dans notre famille, jusque plus ou moins exploités par mon oncle après Gaston Abrecorn. Et en fait, c'est resté, et c'est toujours, ça nous appartient toujours. Je parle des murs, évidemment. Alors, comment c'est resté dans votre famille ? Parce que chaque génération a voulu porter cette... Alors, c'est assez compliqué. Mon oncle a passé à mon père, parce qu'il était célibataire, mais mon père, lui, avait 5 enfants. Donc, vous imaginez un peu la complexité d'un tel héritage. Bon, je l'ai pris en main dès le départ, déjà du vivant de mon père qui commençait à être un peu vieux pour s'occuper de ça, pour gérer cet immeuble. Et mine de rien, la gestion, même si on s'occupe pas des programmations et des choses comme ça, c'est tout de même compliqué parce que c'est un immeuble entier dans lequel il y a un café, des bureaux et des tas de choses. Bon, et voilà, on a vendu une partie, mais on a gardé la salle et le café. Et donc, voilà, maintenant on est 7 propriétaires, vous voyez. Avec la descendance. Voilà. Et on découvre dans votre livre, donc Bataclan, histoire d'une salle aux éditions Robert Laffont, on découvre l'origine du nom Bataclan. Oui, j'ai un chapitre là-dessus. Alors Bataclan, c'est un nom commun finalement, en particulier au XVIIIe siècle. Dès le XVIIIe siècle, il y a l'expression « et tout le Bataclan ». On le trouve dans des lettres, dans des textes. Et c'est une expression qui veut dire un groupe de choses un peu hétéroclites, avec un côté extrêmement phonétique. Alors c'est pour ça aussi que le nom... Alors pourquoi cette salle s'est appelée le Bataclan ? Et il y a d'une part, c'est la phonétique, évidemment, Bataclan ça sonne bien, tout le monde le retient, dans le monde entier c'était connu, même dans les événements, mais il y a aussi le fait que Offenbach, 10 ans avant, avait écrit une opérette qui s'appelait Le Bataclan, et qui était une chinoiserie. Or, le Bataclan est une construction en pagode chinoise à la mode des chinoiseries. J'ai d'ailleurs un chapitre dans le livre sur les chinoiseries avant celle-là et après celle-là. Donc, c'est la plus vieille chinoiserie parisienne intramuros de Paris. Et la couverture, c'est le Bataclan avec ce qu'on appelle une chinoiserie. Alors. Voilà, complètement. Alors... D'où ça vient, du coup, le fait que ce soit la plus vieille chinoiserie de Paris ? C'est la plus vieille du fait qu'on a démoli les autres, les quelques autres qui existaient. Mais il y a encore des chinoiseries en France. Par exemple, la pagode de Chanteloup, qui est le restant du château démoli à la Révolution du ministre Choiseul, par exemple, près de la Loire. Et c'est une pagode tout en hauteur qui sert de point de vue plutôt qu'inhabitable, qui est un truc où on s'amusait à monter. C'est une distraction. Alors, il y avait plusieurs chinoiseries comme ça. Elles ont la plupart été détruites. Et Charles Duval, l'architecte de cette pagode chinoise, pourquoi
parce qu'il y a une tradition de chinoiserie depuis Louis XIV carrément, mais qui s'est développée surtout sous Louis XV, à travers les porcelaines, les décorations, etc. La femme de Louis XV était d'ailleurs prisait énormément les chinoiseries, avait des cabinets entièrement décorés à la chinoise. Il y a aussi des effets de chinoiserie dans la peinture. Et alors, pourquoi sous Napoléon III? Parce que la construction du Bataclan, c'est le Napoléon III, 1865. Et là, on est à l'époque de la conquête du Cambodge, du Siam. Les ambassades de Siam viennent visiter l'empereur, etc. Il y a un célèbre tableau où les ambassadeurs du Siam sont à quatre pattes, carrément, et rampent jusqu'au trône. Dans votre livre. Je le donne dans le livre, d'ailleurs. Ce tableau est à Fontainebleau et est assez extraordinaire. On n'imagine pas ça aujourd'hui. Des ambassadeurs rampant à quatre pattes devant l'empereur de France. Vous imaginez aujourd'hui, c'est presque le contraire. Hein. Oui, tout à fait. mais c'est un autre débat. Et donc on apprend donc que ça a toujours été une salle aussi où il y avait des spectacles. Ça s'appelait café-concert, hein, et c'est la mode des cafés-concerts. Qu'est-ce qui définit le café-concert? Avant le music-hall, ce sont les salles de spectacle. On y sert des boissons et on y entre librement. On paye pas d'entrée, on paye à la consommation. Et on entre, on sort, on peut fumer, on peut boire, voilà, différentes choses, surtout de la bière et des cafés d'ailleurs, mais aussi après un peu de tout, du vin, etc. Bon, et donc ça permet d'avoir, enfin c'est le divertissement de l'époque. Alors quel était le divertissement de l'époque? C'est le grand divertissement de l'époque. Et il y a à Paris des dizaines de cafés concerts. Hein. Alors il y a ceux d'été et ceux d'hiver. Bataclan et d'hiver. Ceux d'été se passent par exemple à l'extérieur, sur les Champs-Élysées, par exemple sur les promenades, les parcs, et ceux-là ferment évidemment l'hiver. Et ces spectacles, alors qu'est-ce que c'était? Alors les spectacles, c'est essentiellement basé sur la chanson, mais après, peu à peu, à partir d'ailleurs de mon grand-père qui était un spécialiste de revues. Les revues, bien comme son nom l'indique, ça existe encore, les revues, hein, au Paradis Latin ou des trucs comme ça. Bon, c'est des thèmes où il y a beaucoup de danseurs, de chanteurs, de costumes. C'est très orienté sur le visuel, la mise en scène. Mais il y a aussi, par exemple, mon grand-père avait inventé les tableaux vivants. Tableaux vivants, on copiait les tableaux célèbres du Louvre et on les mettait en scène sur la scène, donc avec des vrais personnages. Comme on fait les crèches vivantes, vous voyez, encore aujourd'hui, ça existe. Et c'était les gens adoraient ce genre de choses. Alors, les femmes étaient non pas nues, mais maillot couleur chair, je précise. Hein. Oui. La nudité a commencé dans les années 20, très légèrement avec quelqu'un comme Colette, par exemple, qui a été longtemps... Il y a une anecdote. Ce livre est bourré d'anecdotes. Je vous raconte une anecdote sur Colette. Allez-y. Et Colette et Musidora se sont connus au Bataclan. Et Colette, par exemple, a fait plusieurs spectacles au Bataclan et ailleurs d'ailleurs. Elle a fait une intense, mais pas longue carrière avant d'être l'écrivain qu'on connaît. Mais elle écrivait déjà à l'époque, mais sous le pseudonyme de son mari, enfin sous le nom de son mari. Et cette fameuse Colette avait été initiée par un nommé Georges Vague, qui avait rénové complètement le mime en France. Hein. C'était un type assez extraordinaire, un metteur en scène assez étonnant, et lui-même mime. Et il avait enseigné tout ça à Colette, et ils jouaient ensemble. Alors, par exemple, ils ont joué 3 ou 4 pièces, mais par exemple, L'Oiseau de nuit. Et dans L'Oiseau de nuit, on a affirmé, il y a beaucoup de témoignages qui ont dit que Colette ne portait pas de culotte, carrément, et les gens se battaient pour avoir les premiers rangs, si vous voulez. D'accord. Évidemment. Ah oui, okay. Les hommes en particulier. Et donc, il y a un Georgiou, un célèbre chanteur de l'époque, qui disait, moi, ça me rappelle la chanson de Carmen, les yeux noirs me regardent. Et un œil noir me regarde, pardon.
Et quant à le patron du Crapouillot, célèbre revue à l'époque, Galtier-Boissière, hein, lui affirmait à tout le monde qu'elle avait une indéfrisable. Voilà. D'accord. Donc Voilà, c'était les anecdotes de l'époque et puis c'était le divertissement de l'époque Bien aussi. entendu, et puis c'est un monde vivant, hein, parce qu'aujourd'hui la connotation Bataclan, les événements, le terrorisme, etc. Bon, bien entendu, j'en ai parlé. Il y a un chapitre. On va Voilà. en parler, mais même avant ça, c'était connu sûr. et comment on est arrivé donc de... C'est une salle qui vit et qui vit toujours d'ailleurs, heureusement. Mais c'était la joie, c'était le spectacle, c'était les acteurs, les actrices. Enfin, il y a beaucoup de photos et des gens très très connus, des milliers de vedettes extrêmement connues. Hein, oui, comment c'est passé c'est une salle très française à une salle qui accueille des artistes internationaux pour des concerts. Alors, vous parlez sans doute de l'arrivée des grands rockers, hein, du rock et du pop. Bon, oui. Ça s'est passé, ça beaucoup plus récemment, c'est-à-dire dans les années 70. Il y a eu, depuis mon grand-père, plusieurs directeurs, bien sûr. Hein. Et donc, à cette époque-là, la salle ne marche pas tellement. Il y a des bals espagnols le dimanche et le samedi. Et c'est dirigé par un Espagnol, qui s'appelle Unzueta. Et cette salle est une salle qui a été reconstruite. Je ne parle pas du bâtiment de façade qui est encore historique, mais je parle de la salle elle-même qui est derrière. La salle elle-même qui est derrière est un grand hangar dans lequel la salle n'a rien à voir avec ce qu'elle était à l'époque. Elle était beaucoup plus grande, beaucoup plus haute, la salle de l'époque de mon grand-père. Mais donc cette salle a été démolie à une époque, en 1952, et on a construit une salle de cinéma moderne. Qui n'a aucun intérêt vraiment, enfin une salle banale des années 50, et il y avait 1200 places seulement au rez-de-chaussée et pas de balcon, et une scène qui était de 4 mètres de profondeur, vous voyez, c'est-à-dire minuscule. Miracle, sans doute les conditions de location étaient favorables, je ne sais pas, mais en tout cas, il s'est avéré que les plus grands groupes du monde sont venus jouer dans cette salle, qui était une vieille salle de cinéma, quoi, sans aucun intérêt, vous voyez. Bon, alors peut-être que l'Olympia était beaucoup trop cher pour eux, j'en sais rien, mais c'était un peu une salle d'art et d'essai pour le rock. Mais le résultat, c'est qu'il y a eu Velvet Underground, il y a eu... Deep Purple, il y a eu Soft Machine, il y a eu tous les plus grands concerts, les plus grands groupes du monde et de la pop. Ensuite, il y aura un peu plus tard, il y aura Prince plusieurs fois qui a fait des buffs à plusieurs reprises. Chaque fois que Prince venait à Paris, il allait à Bercy ou il allait à l'Olympia, et puis après, à 2-3 heures du matin, il venait au Bataclan sans le dire à personne. Et il y avait 1500 personnes qui essayaient d'entrer là-dedans et qui se battaient. Parce que la capacité de la salle, c'est combien ? C'est actuellement 1500. 1500. Voilà. Oui. Et donc... ça peut être un petit comité, c'est des concerts. Voilà, exactement. Comité, c'est une salle moyenne. C'est pas une petite salle de poche, mais c'est une salle moyenne actuellement. Oui. Mais il y a un balcon. À l'époque rock, des années 70, il n'y avait même pas le balcon. Il y avait juste un parterre et surtout pas de scène, pas d'éclairage spécifique. C'était une salle. Alors il y a eu Gene Vincent, il y a eu Genesis, il y a eu Oasis, il y a eu les plus grands groupes. Velvet Underground, c'était un monument, par exemple. Vous voyez. Et alors ils sont tous passés là. Et c'était retransmis sur le Pop Club, qui était l'émission sur France, à la radio d'État. Qui était extrêmement connu et que tous les jeunes, moi j'étais jeune à l'époque, on écoutait tout ça. Et ça retransmettait tout ce qui se passait au Bataclan très régulièrement. Voilà. Et donc le Bataclan après a continué donc à faire des concerts et aussi des spectacles. À faire des mais aussi des spectacles, vraiment de tout. Par exemple des matchs d'improvisation. Vous savez la mode, je ne sais pas si vous connaissez, mais les matchs d'improvisation ont lancé des gens comme Rufus, Jamel Debbouze, des tas de comédiens qui étaient relativement peu connus et qui se sont lancés là-dedans. Il s'agissait d'improviser sur un thème. Et c'était un peu comme un combat de boxe. Ils
rivalisaient là-dessus. Et les spectateurs votaient avec des savates. S'ils n'étaient pas contents, ils jetaient des savates sur le ring, qui était au milieu de la salle et non pas sur la scène. Vous voyez. Alors, le match d'impro avait été inventé au Canada, je crois. Mais ça a très bien marché plusieurs années au Bataclan, toutes les semaines, tous les mois, etc. Puis il y a aussi des humoristes après qui ont fait le Alors, il y a énormément d'humoristes qui ont été. Il y a eu. Je ne peux pas citer toutes les vedettes, bien sûr, il y en a des centaines. La programmation est intégrale dans le livre. Il y a aussi un index des noms cités, enfin de certains noms, pas tous les noms, bien sûr. Il y en a des milliers, mais la programmation est intégrale depuis 1865 jusqu'à 2022. Voilà. Et évidemment, on va parler des attentats du Bataclan qui ont eu lieu donc en 2015. À ce moment-là, on vous appelle. Bien entendu. J'ai oublié de dire que j'ai habité 21 ans dans l'immeuble. Dans cet immeuble-là, dans 2 appartements différents, puisqu'on possédait tout l'immeuble. Et j'ai oublié de dire aussi que mon père est né dans cet immeuble aussi. Oui. Dans les parties qui sont familiales. Oui, parce qu'à l'époque, c'était l'appartement du directeur, au premier étage. Maintenant, c'est des bureaux. Et donc, mon père est né, à l'époque, on naissait dans l'appartement de ses parents. Oui, c'est ça. Voilà. Autre époque. Et donc, à ce moment-là, on vous appelle quand il y a les attentats du Bataclan, et vous avez des plans qu'on ne vous demande pas à ce moment-là. Cette histoire de plan, oui. Alors, c'est-à-dire, non, justement, on ne m'a pas appelé, c'est moi qui ai appelé. C'est vous qui avez appelé. Si vous voulez, j'étais chez moi, je présentais mon dernier bouquin, Flore et Bestiaire imaginaire, avec des amis et puis des journalistes. Et donc, les gens qui quittaient ce cocktail de chez moi, je n'habitais plus dans le Bataclan depuis 1 an. Et donc, les gens, mais j'habitais à Paris, mais à l'autre bout de Paris. Et donc, les gens qui rentrent en voiture écoutent la radio et m'appellent en me disant « Tu sais ce qui se passe au Bataclan, Daniel ?» J'ai dit non. Et voilà, ils me racontent le truc. Donc, j'appelle évidemment les directeurs qui me disent « Est-ce que vous voulez que je vienne ? Moi, je peux vous aider. Je peux. » Et me disent « Non, pas la peine de venir. De toute façon, le quartier est bloqué, etc. » Donc, j'y ai pas été. J'y étais le lendemain à 9h. Or, il s'avère que, bien entendu, ils n'avaient pas les plans que j'avais. Ils avaient des plans certainement obligatoires, vous savez, pour les pompiers, mais qui sont des plans minuscules et peu détaillés. Or, moi, j'avais les plans de géomètre complets de tous les étages de la salle et de tout l'immeuble. Donc, ça aurait été fort utile, je pense. Et d'ailleurs, petit détail qui n'a jamais été démenti, à un moment, vous savez, dans le dernier assaut, le bouclier est tombé en avant. Or, pourquoi le bouclier est tombé là avant ? C'est une question que j'ai posée à quelqu'un du GIGN, ici même d'ailleurs, et le type n'a pas su me répondre. J'ai dit tout simplement, il y avait des marches. Il y avait des marches qui étaient indiquées sur mon plan et que vous ne saviez pas qu'il y avait des marches. C'est pour ça que l'énorme truc qui pèse très lourd, qui pèse 100 kilos, je crois, ce bouclier, il est tombé en avant. Il est tombé d'ailleurs sur des... Enfin, sans blesser gravement, heureusement, parce qu'il est tombé sur des victimes, en plus. Voilà. Enfin, petit détail, je pense que j'aurais été sollicité, je serais venu, avec des motards, ils pouvaient m'amener très, très rapidement, j'aurais été sans doute relativement utile, connaissant parfaitement le bâtiment, et des zones de passage, par exemple, il y a un couloir souterrain, qui n'a jamais été évoqué, mais qui permettait d'atteindre le fond de la salle à couvert. Et ça, personne ne le savait, sans doute. Oui, et ça, on le sait bien. Voilà. Peu de personnes connaissent aussi bien le Bataclan que vous. Évidemment. D'ailleurs, c'est pour ça que à partir du lendemain, j'ai été là vraiment sollicité pour résoudre des problèmes d'intendance. Fermer les compteurs d'eau, il y avait des fuites partout. Évidemment, tout était déglingué là-dedans, puisque les balles, vous savez que les balles de Kalachnikov, ça fait des dégâts terribles. Oui, et on le voit aussi dans votre livre. On le voit. Il y a quelques photos prises les jours qui suivaient. C'était terrifiant. Le souvenir que j'en ai, visite de la salle quelques jours après, avec encore des traces. Bien sûr, la salle avait été nettoyée, mais encore des traces de sang et des balles. effrayantes. Et j'ai vu sortir Voilà.
des gens de là-dedans le lendemain matin. Et merci. Ça, c'est le très mauvais souvenir de cet endroit mythique. Oui, mais évidemment, donc dans votre livre, vous en parlez, mais on parle évidemment de cet endroit mythique. C'est un livre avec beaucoup de photos qui retracent toute l'histoire il y a plus de 200 photos, voilà, plus de 200 photos. Et des documents totalement inédits. Évidemment, moi, toute ma vie, j'ai collectionné, colligé des documents sur le Bataclan. Avant moi, mon père, avant lui, son père. Et donc, j'étais en capacité de faire ce livre comme personne, bien entendu. Et ça se sent, ça se sent. Merci beaucoup, Daniel Labrecorne. On rappelle que vous êtes poète, donc vous êtes le propriétaire du Bataclan, animateur de l'émission Anthologie de la création. Donc, c'est jeudi 16 mars de 10h à 11h. Et on rappelle le titre du livre Bataclan, Histoire d'une salle, aux éditions Robert Laffont. Merci, Daniel Labrecorne. Merci à vous de m'avoir reçu. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.